Mais je voudrais dire pour commencer que je ne suis pas médecin. En plus, je ne suis jamais malade. Et botaniste. Ce qui m'intéresse, c'est les plantes. C'est d'ailleurs logique que l'intérêt pour les plantes m'est amené dans les tropiques, puisque c'est là qu'il y en a le plus. Tiens, l'intérêt, ce n'est pas suffisant. J'ai une véritable passion pour les régions tropicales. Je les visite depuis 60 ans maintenant, et je voudrais commencer par dire qu'à mes yeux, les tropiques, c'est la région la plus intéressante et la moins connue de la surface de la Terre. Alors il faut commencer par les définir. Je vais demander la première photo à vous. Bon, excusez-moi, ça fait un peu petite école ça, mais il n'est pas inutile de se souvenir que la Terre a deux axes de rotation, des rotations annuelles et une rotation quotidienne. Et ces deux axes ne sont pas parallèles, ça fait un angle qu'on appelle l'angle tropical. C'est à cause de cet angle que nous avons cette bande tropicale de part et d'autre de l'équateur. Comment la définir? C'est une définition classique, malheureusement, elle n'apporte pas grand-chose et elle ne permet pas de comprendre la réalité. Les tropiques, c'est le lieu des points où le soleil passe au zénith, 2 fois par an. Et une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé. Donc, oui, quelques points de repère pour ceux qui ne savent pas où sont les tropiques. D'abord, il y a l'équateur au milieu. Je voudrais vous faire remarquer que l'équateur, il passe exactement dans la bouche de l'Amazone et exactement au milieu des grandes îles indonésiennes de Sumatra et de Bornéo. Le tropique nord, celui qu'on a ici, donc le nôtre, il a un trajet très particulier, il passe entre l'île de Cuba et la Floride. Pas inintéressant de comparer Cuba et la Floride. Il passe également exactement au milieu de l'île de Taïwan. L'île de Taïwan, elle est coupée en deux par le tropique nord. Quant au tropique sud, il passe dans le sud de l'île de Madagascar. Le sud de Madagascar n'est donc plus tropical. Et il coupe en deux l'Australie. Ça, vous allez voir, ça pose un problème très curieux. Une région individualisée qui est coupée en deux par le tropique et qui a donc une partie tropicale et une partie tempérée. Le lieu des points où le soleil passe au zénith, la suivante ici. J'aime bien cette photo. Mais vous savez, ça passe 2 fois au zénith par an ici. Et je constate que les gens s'en aperçoivent pas. Je leur dis, mais vous n'avez rien remarqué aujourd'hui? Bon, voilà. C'est un phénomène très curieux, et là où j'habite, dans le midi de l'Europe, on ne risque pas de pouvoir prendre une photo comme ça. C'est ce qui définit les tropiques. Bon, mais les définir, ça ne suffit pas. Je voudrais les décrire. Ça vous a peut-être échappé, mais quand on arrive d'Europe et qu'on vient ici, on pèse 800 grammes de moins. Qu'est-ce qui est drôle, c'est vrai. Entre 500 et 800 grammes de moins. Vous savez que quand on peut faire décoller des fusées, on met la base de lancement des fusées le plus proche possible de l'équateur, tout simplement parce que la force de rotation vous aide à projeter la fusée. Il y a des petits détails qui m'amusent beaucoup. Là où j'habite, la Lune, elle est comme ça. Lune en Europe, comme ça ou comme ça. Bien, elle est pleine. Et ici, elle est horizontale.
La nuit tropicale est très intéressante, elle est très charmante, et ça c'est un petit détail charmant, mais c'est vrai. Les crépuscules sont très brefs. Quand on arrive en Europe après les tropiques, ça fait une très grande surprise. Le jour n'en finit pas de tomber. Tout simplement parce que ici, le soleil rentre verticalement, tandis que dans les régions de moyenne latitude, ou tempérées comme vous voulez, le trajet du soleil, il s'enfonce très lentement sous l'horizon. La constance ou quasi-constance de la longueur des jours, c'est peut-être une des principales surprises quand on compare les moyennes latitudes et les basses latitudes du tropique. Ici, les jours, je reviendrai là-dessus parce que c'est très très important, les jours ne changent pas beaucoup de longueur d'un moment à l'autre de l'année. Il ne faudrait pas croire que les températures élevées, ça soit une donnée importante. Il fait chaud ici, c'est vrai, mais il y a quelque chose de beaucoup plus important que la température élevée, c'est la constance annuelle de la température. Vous savez, il y a des régions tropicales où il ne fait pas chaud du tout. Si vous habitez Quito, en Équateur, si vous habitez Addis Abeba, en Éthiopie, la constance, vous l'avez, mais ce n'est pas la constance des hautes températures, c'est la constance du froid, toute l'année. Alors, la constance, c'est ça qui est important. Beaucoup plus important que les températures élevées. La suivante, s'il vous plaît. La forêt tropicale. Ça, c'est la côte est de Madagascar. C'est un milieu difficile à traverser, de sorte que les gens, comme vous voyez, ils préfèrent naviguer plutôt que de se lancer à tailler une route là-dedans, c'est compliqué. La suivante, c'est la même chose vue par l'intérieur, c'est la Guyane, le centre de la Guyane, un pays que je trouve personnellement absolument admirable. Je ne saurais trop vous encourager à aller voir ça. La suivante. Oui, ça, je voudrais vous expliquer ça. Quand on a une petite herbe en Europe, par exemple en C, une pervenche, je ne sais pas si c'est pas la pervenche de Madagascar, c'est notre pervenche d'Europe. Bon, c'est haut comme ça. Voilà, une petite herbe, très jolie d'ailleurs. Si vous descendez dans le sud de l'Europe, vous avez en B des plantes apparentées à la pervenche, mais qui sont déjà hautes comme la pièce. Et grandissent. Je vous parle là de plantes totalement apparentées, elles appartiennent à la même famille. Maintenant, si je descends sous l'équateur, cette même famille, je constate qu'elle a pris la forme de grands arbres. Alstonia, Nerium et les perles. Et c'est totalement généralisant. Nous avons, enfin je vous parle en tant que botaniste, mais je ne vais pas le faire trop longtemps, nous avons les mêmes familles de plantes ici, en Guadeloupe et en Europe. Simplement, en Europe c'est des herbes et ici c'est des arbres. Je viens de voir dans le patio de l'établissement là un superbe cordia en fleurs, c'est un spectacle magnifique. Bien, les cordias chez moi il n'y en a pas, il y a des myosotis, comme ça. C'est tout à fait la même famille, c'est très très proche. Il est possible que ça puisse se croiser. Vous prenez les euphorbes en F, les euphorbes que j'ai autour de chez moi à Montpellier, c'est vraiment minuscules, d'autres qui sont d'1 mètre de haut. Si on va en Italie, on a des euphorbes qui sont déjà des arbustes. Et si on va en Afrique de l'Est, au niveau de l'équateur, voilà, les euphorbes, c'est des arbres de 30-40 mètres de haut. Donc il y a une tendance à l'arborescence qui est liée au milieu tropical. La suivante.
C'est assez effrayant, mais il ne faut pas avoir peur. C'est une mygale qui avait 1 mètre de long. Rassurez-vous, elle est fossile. Et c'est pour dire que, dans le domaine animal, la tendance à l'arborescence, elle se manifeste aussi. Il y a une tendance au gigantisme. Indiscutablement, beaucoup d'animaux tropicaux sont géants par rapport à leur équivalent dans les régions de moyenne latitude. La suivante, on va passer. Là, ils ne sont pas seulement géants, ils ont aussi des formes très curieuses. Les animaux et les plantes tropicales ont des appendices, des choses qui n'ont aucun équivalent dans les régions où j'habite. La suivante. Je vais montrer une passiflore, c'est une passiflore rouge, photographiée ici en Guyane. Et la suivante, c'est une passiflore que vous connaissez sans doute. Là, ça, c'est des exemples typiques de plantes tropicales. Elles ne ressemblent absolument pas aux plantes que nous avons en Europe. La suivante. Alors, il faut s'attendre à des formes extrêmement curieuses. Ça, c'est ce qu'on appelle l'orchidée araignée. Et les guêpes, ils chassent les araignées, s'y laissent prendre, elles pensent que c'est des araignées, et elles vont essayer de pondre là-dedans. Pas bien sûr, c'est pas un animal, c'est une fleur. Il n'empêche que ça suffit pour que la fleur soit pollinisée. Et dans le fond, l'orchidée, c'est ça qui l'intéresse. Bon, alors, et l'être humain? Il importe de savoir que l'être humain, d'abord, il est d'origine tropicale. Notre espèce, Homo sapiens, elle n'est pas vieille, elle a 150 000 ou 200 000 ans, c'est presque rien. Et nos ancêtres à tous, qui n'étaient pas du genre Homo, mais qui étaient d'autres genres, on les trouve sous les tropiques. On les trouve en Afrique de l'Est. Pourtant, c'est en Afrique de l'Est. Sous l'équateur, et c'est pas récent, ça date de 3 millions d'années. Il reste de cette origine tropicale de l'homme une variabilité génétique considérable en Afrique et dans toutes les régions tropicales. Il me semble que la foule que j'ai sous les yeux traduit ça parfaitement. Merci. La pigmentation de la peau est un problème très intéressant. C'est tout à fait typique des régions tropicales. On n'a pas assez réfléchi et travaillé sur cette histoire de pigmentation de la peau. On sait depuis longtemps que c'est une adaptation pour résister aux ultraviolets. Ça, c'est logique. Ça, on le sait depuis longtemps. Et on a découvert il y a peu de temps, 30 ans, 25 ou 30 ans, que c'est aussi une adaptation qui permet de lutter contre les parasites. Ça a été un très très beau résultat. Je vais vous demander la suivante. Regardez, ça c'est la carte mondiale des pigmentations de l'épiderme. Alors, c'est normal que les plus fortes pigmentations soient en Afrique, puisque l'être humain est né là. Il est passé assez rapidement en Asie. Il a mis beaucoup plus de temps à revenir dans les Amériques. Et cependant, même en Amérique, on retrouve cette tendance à une pigmentation née plus forte dans les tropiques qu'ailleurs, et ma foi, c'est bien normal, puisque ça a une valeur adaptative. Bon, je saute à un tout autre sujet, mais dérangeant. Dérangeant, mais peu discutable. Tous les pays tropicaux ont été colonisés militairement par les régions tempérées ou de moyenne latitude. Par contre, il n'y a pas un seul exemple, c'est ce que me disent les historiens, il n'y a pas un seul exemple d'un pays tempéré qui ait été colonisé par un pays tropical. Tout simplement, ça n'existe pas. Donc il y a là une dissymétrie sur laquelle il va falloir réfléchir. La colonisation, ceux qui ont lu mon bouquin savent que pour moi c'est la grande horreur, quelque chose de profondément regrettable. Et il faut savoir que ça continue. C'est sous nos yeux la colonisation.
vous suivez un peu l'actualité, vous allez voir que les pays riches n'hésitent pas à essayer des médicaments. Ça me fait penser à l'Inde. On essaie des médicaments, et si ça se révèle pas dangereux, alors on les utilise dans les pays de moyenne Asie. Des dépôts de poubelles toxiques. Ça fait penser immédiatement à la Côte d'Ivoire, le bateau qui s'est rendu malheureusement célèbre, qui s'appelait le Probo Koala. Après avoir été refusé, il transportait des déchets dangereux, radioactifs, en tout cas dangereux. Ce bateau a été refusé dans beaucoup de ports, et finalement il a été accepté en Côte d'Ivoire, et cette cargaison a été déversée à Abidjan, et maintenant beaucoup d'Abidjanais sont profondément malades. Pour moi, tout ça, c'est des formes de colonisation, c'est en tout cas des formes de mépris. On a eu l'exemple de la chlordécone, je suis très content d'apprendre que ça soit fini, enfin fini. On n'en met plus, si j'ai bien compris, mais maintenant il va falloir que vous vous débarrassiez des sols pollués par la chlordécone. La chlordécone, si je suis bien renseigné, c'était strictement interdit à la vente en Europe. On a continué à le vendre ici. Pour moi, ça fait partie de ce cortège de mépris, vous voyez, que j'englobe tous dans un vocable général de colonisation. Exploitation forestière, qui continue à grande allure, là c'est l'Afrique et l'Asie. Tiens, ça fait partie du même processus. Puis on pourrait rajouter des exemples nombreux. En ce moment même, on assiste à des achats massifs de terres agricoles dans les pays tropicaux par des pays riches de la zone tempérée qui comprennent qu'ils vont avoir des problèmes agricoles faute de terre. Donc ils se rendent propriétaires de surfaces agricoles dans les tropiques, etc. etc. Mon modèle dans l'analyse du colonialisme, j'ai plaisir à dire qu'il est antillais. Si vous ne l'avez pas fait, il faut se précipiter là-dessus. Discours sur le colonialisme par Aimé Césaire. Un monsieur qui avait absolument tout compris. Ça a été réédité récemment, donc c'est très facile d'avoir une édition. On arrive à la pauvreté économique, ou voire à la misère économique. Écoutez, c'est pas compliqué. Je visite ces pays depuis 60 ans. Et les tropiques, c'est une ceinture, n'est-ce pas? C'est une bande. Que j'y rentre en venant du sud, que j'y rentre en venant du nord, je tombe sur la pauvreté économique, voire la misère. Je ne parle pas de la Guadeloupe. Ici, vous en sortez très bien, parce que le statut de département y est pour quelque chose. Ça paraît évident. Et ce que je vais dire ne concerne pas directement la Guadeloupe, ça concerne les tropiques profonds, vous voyez. Ceux qui connaissent l'Afrique, qui vont penser au Burkina Faso, ou à la Centrafrique. Dans la région ici, Haïti, ou la Bolivie. Ceux qui connaissent l'Asie, le Laos, ou les Philippines. Tout ça, c'est des tropiques profonds. Et c'est de ces pays-là que je suis en train de parler, pas particulièrement des Antilles. C'est mon problème depuis fort longtemps. Pourquoi ces pays-là, pourquoi ces pays tropicaux sont-ils économiquement pauvres, pas économiquement misérables, alors que les ressources naturelles ne leur font pas défaut et que les ressources humaines sont là également? Il n'y a pas beaucoup de recherches à ce sujet. Et ça me paraît être un problème très important. Ce que je constate avec beaucoup de déplaisir, c'est que parmi mes voisins à Montpellier, là où j'habite, parmi les Français de France en général, on me dit, mais cette pauvreté tropicale, elle n'a pas d'importance, elle est dans la nature des choses. Il est donc inutile de s'en occuper. Je trouve ça profondément scandaleux. Ça fait plus de 50 ans que je m'en occupe. Je ne suis pas certain d'avoir trouvé la solution. Et je suis certain que c'est un problème qui mérite d'être étudié.
d'être analysée, d'être résolue. Alors, décrire la misère économique, je vous rappelle que c'est pas pour la Guadeloupe que je parle. Décrire la misère économique des basses latitudes, ça a été fait et refait, je ne vais pas le faire, je l'ai fait dans mon bouquin, c'est très triste, oui. Je voudrais juste dire un mot sur une manifestation mondiale, les bidonvilles. Les bidonvilles des grandes villes tropiques. Mon Dieu, heureusement que vous n'avez pas ça ici. Mexico, Lagos, Dhaka au Bangladesh, Jakarta, des bidonvilles ou des slums ou des favelles, appelez-les comme vous voulez, c'est quelque chose d'énorme et de monstrueux. Les maisons sont en matériaux récupérés, on n'achète rien, on trouve des bouts de carton, des bouts de tôle, n'importe quoi, des écorces d'arbres, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'égout, des décharges énormes sur lesquels les gens viennent à habiter parce que là, ils sont sûrs de trouver des matériaux de récupération pour se faire des petites maisons tant bien que mal. Il n'y a pas de toilettes publiques. Les rues sont trop étroites pour les camions des pompiers. Il y a là-dedans des drames énormes. L'État est impuissant, voire même inexistant. Et puisqu'on se préoccupe ici de questions de santé, vous comprenez bien que de vivre dans un bidonville comme ça, bon, c'est clair que ça va avoir une influence très négative sur la santé des gens. La vie dans ces conditions-là est très dure. Très très dure. Parce qu'on puisse trouver des conditions plus terribles que celles. Et c'est remarquable, et ça joue beaucoup dans la profonde affection pour les régions tropicales, c'est que la vie, si dure soit-elle, elle n'est pas triste. Elle n'est pas triste du tout. Parce que les rapports humains sont faciles et intenses. La solidarité, le don des langues, voilà des constantes tropicales de ces régions-là, même dans les bidonvilles. C'est tout de même étonnant. Moi, j'habite l'Europe. C'est pas tout le monde qui parle une langue étrangère. La plupart des Français de France, ils parlent le français. Quelques mots d'anglais, mais c'est tout. Bon, ça change un peu, maintenant on commence à s'habituer à l'espagnol et à l'anglais. Et prenez un gamin dans un village africain ou dans un village asiatique. Dans la plupart des cas, il a 4 langues, voire 5 langues à son actif. Je n'étonne personne. Un don des langues que j'admire beaucoup. Bon, tout ça explique pourquoi j'aime tant les basses latitudes. Mais ceci étant, ça n'empêche, ça ne retire rien à ce scandale de la misère tropicale. Alors il faut l'expliquer. Expliquer la pauvreté ou la misère économique des régions tropicales. Avant de me lancer là-dedans, je voudrais dire que, à mesure que les années passent, je me demande s'il ne faudrait pas inverser le point de vue. Est-ce que ce qu'il faudrait expliquer, c'est pas l'opulence parfois excessive des régions de moyenne latitude? Bon, vous comprenez bien que c'est les deux faces d'une même pièce de monnaie. Moi, je me suis beaucoup investi dans la recherche sur les tropiques. Peut-être conviendrait-il qu'un esprit aventureux, et je sais qu'il y en a dans cette pièce, se lance dans la description des régions tempérées, pour voir comment on peut expliquer que les gens qui habitent là accumulent des richesses au point de mettre en danger la planète. Alors, bon, je reviens à la pauvreté tropicale, parce que ça, c'est mon domaine d'étude. Il y a des raisons objectives de la pauvreté. Je vous en montre quelques-unes. Les cyclones, comme ça qu'on les appelle ici. Oui. Alors vous voyez que ça vient de la côte d'Afrique, de la Carreau des îles du Cap-Vert, ça traverse l'Atlantique en grossissant, et quand ça arrive chez vous ici, c'est en pleine forme. Et c'est la naissance des cyclones. La suivante va vous montrer les trajets des cyclones. Et je voudrais vous montrer que c'est un phénomène
typiquement tropicales. Quand ils arrivent dans les régions tempérées, bon, ça leur arrive d'aller un petit peu plus loin, mais généralement, ils se... L'Europe est totalement à l'abri de ce genre de choses. Côté très dramatique, mais je pense que les gens d'ici ont parfaitement compris, c'est que même si la trajectoire globale est assez linéaire et assez régulière, la trajectoire en détail, elle est terriblement hasardeuse. Donc on ne sait jamais si on va échapper au cyclone ou pas. On ferme les fenêtres du côté nord et il arrive par le côté sud. La suivante. C'est un phénomène absolument effrayant et assez admirable en même temps. Il faut savoir que c'est un phénomène tropical. En 1999, nous avons eu en métropole une énorme tempête. Et les gens ne sont pas prêts d'oublier parce que ça a cassé des milliers d'arbres, même les jardins de Versailles, autour de Paris, tout était tombé. Bon. Dans le fond, nous avons vécu dans ces journées-là quelques journées tropicales. Les vents, en 1999, sont montés à Paris à 170 km/h. Mais c'est rien, parce que là, dans un gros cyclone tropical, les vents montent à 300 km/h. C'est infiniment plus destructeur. Donc les cyclones, je crois que ça c'est une raison objective de pauvreté économique. Je pense à des villages de Madagascar qui sont régulièrement, il y en a un qui s'appelle Ontalaha, régulièrement détruits tous les 3-4 ans par ici. Et les gens, ils reconstruisent en attendant le prochain cycle. Évidemment, un développement économique dans ces conditions-là, vous comprenez que c'est vraiment possible. Et alors, il y a le problème des sols. Les sols tropicaux, ils sont souvent pauvres. Il arrive aussi qu'ils soient riches, et en fait, il y a les deux situations, plutôt pauvres. Il y a des sols riches, mais alors cette richesse, cette fertilité, elle est beaucoup plus difficile à maintenir et à augmenter que dans les régions tempérées ou moyennes latitudes. La solution, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais pour moi c'est une grande évidence, c'est l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'il faut que nos cultures, notre agriculture, s'inspire autant que possible du milieu des réalisations naturelles, c'est-à-dire la forêt. L'Indonésie est un pays passionnant à ce sujet parce que c'est très très peuplé et c'est très forestier. Et quand j'interroge les Indonésiens à ce sujet, ils me disent « mais c'est parce que nous sommes tellement nombreux que nous sommes obligés de garder la forêt ». Ce n'est pas la forêt d'origine, c'est une agroforêt dans laquelle tout est utile. Bon, je regrette de ne pas avoir le temps de discuter de l'agroforesterie parce que dans une période où les bonnes nouvelles sont assez rares, il y a au moins celle-là. Alors, dans les raisons objectives de la pauvreté, je voudrais revenir sur la biodiversité. C'est très bien la biodiversité, on nous a appris à être très respectueux de la biodiversité. Il ne faut pas perdre de vue que dans la biodiversité, il y a aussi des parasites et des pathogènes, en fait partie. Alors, dans les basses latitudes, dans les tropiques, on souffre des maladies tropicales qui s'ajoutent aux maladies que nous avons en Europe. Toutes les maladies existent. Alors, sur les problèmes de santé, je crois que c'est un facteur à prendre en compte. La plus dangereuse maladie au monde, de très loin, c'est le paludisme. C'est lui qui tue le plus de gens. Et pour l'instant, ça n'a pas toujours été comme ça, mais pour l'instant, le paludisme est tropical. Un point essentiel, mais assez nouveau, c'est que la déforestation des tropiques, qui est en cours actuellement sous nos yeux, ça laisse échapper de nouvelles maladies. La fièvre jaune, ça c'est ancien. Mais le virus Ebola, qui a beaucoup fait parler de lui en Afrique de l'Est l'année dernière,
chikungunya, la grippe aviaire, etc. Tout ça, c'est des maladies nouvelles qui apparaissent à la suite de la déforestation tropicale. Donc, 3 raisons objectives. Les cyclones, les sols difficiles à conserver, et beaucoup de parasites. Et ça ne suffit pas pour rendre compte de la pauvreté, voire de la misère des tropiques. Ça ne suffit pas, parce qu'il y a des régions tropicales où il n'y a pas de maladie grave. Si vous habitez Tahiti, par exemple, aucune maladie. Les îles Marquises. Il y a des régions montagnardes comme le pays des Andes, sont tout à fait sains. Il n'y a pas de problème de sang. Il y a aussi des régions où les sols sont très très riches, des régions volcaniques, comme l'île de Java ou l'équateur dans les Andes, et des régions volcaniques où les sols sont extraordinaires. On a envie d'en manger réellement. Il y a aussi des régions de delta. On peut dire la même chose, c'est des sols merveilleusement riches. Hanoi, au nord du Vietnam. Il y a aussi des régions où il n'y a pas de cyclones. Les cyclones, c'est des phénomènes côtiers, c'est lié à la mer. De sorte que si vous habitez loin à l'intérieur des terres, des pays totalement enclavés comme le Laos, la Centrafrique, la Bolivie, tout à fait à l'abri des cyclones. Ça ne va pas jusque-là. Pourtant, dans ces pays-là où il n'y a pas de maladie, où les sols sont riches, il n'y a pas de cyclones, la pauvreté, par la misère, c'est pareil partout. Donc il va falloir trouver une autre explication. Bon, je vais essayer de vous présenter une hypothèse, c'est juste une hypothèse, et elle n'est pas à l'abri de la critique, d'ailleurs j'en ferai la critique moi-même. Cette hypothèse s'appelle hypothèse photopériodique. Si vous êtes au niveau de l'équateur, si vous êtes dans la bouche de l'Amazone, il n'y a aucune variation dans la longueur des jours. Toute l'année, toute votre vie, ce sera 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Si vous êtes un peu plus haut, à 23 degrés, à la latitude du tout, par exemple ce qui passe entre la Floride et Cuba, le jour le plus long, il se monte à 13h45. Ça ne fait pas une énorme différence, un peu tout de même. Si vous habitez à 45 degrés, c'est ceux qui habitent à Lyon par exemple, le jour le plus long, il monte à 15 heures. À 60 degrés, le jour le plus long monte à 19 heures. Au cercle polaire, le jour le plus long, il est de 24 heures. Si vous montez jusqu'au pôle, ce que je ne vous conseille pas personnellement, c'est encore inhabitable, le jour le plus long, il a 6 mois. Il ne doit pas être agréable. Je n'ai aucune expérience de ces régions-là. Rien que d'y penser, ça me donne froid aux pieds. Alors, la question, vous voyez, important, c'est est-ce que les êtres humains sont insensibles à cette variation énorme? Ou alors, est-ce qu'en fonction de la latitude où on vit, il y aurait une influence sur les comportements, sur la psychologie des gens, sur leur santé, sur leurs activités, etc. Est-ce que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, dépendants de la variabilité dans la longueur des jours? Comment faire ça? Le premier réflexe, c'est d'aller voir chez les animaux. Et là, on trouve quelque chose de très intéressant, c'est que les animaux anciens, on ne parle plus d'animaux primitifs, anciens, c'est pas un très bon terme, puisqu'ils sont sous nos yeux, donc ils sont anciens, ils n'ont ils sont absolument pas impactés par la variabilité dans la longueur des jours. Les poissons, les batraciens, les reptiles, pas du tout ça qui les fait. C'est la chaleur. Montons un peu dans le groupe des oiseaux. Alors oui, il y a une influence de la variabilité de la longueur des jours. C'est ça qui déclenche chez les oiseaux la sexualité et la nidification, et puis la migration.
migration. Chez les mammifères, l'influence augmente encore. La sexualité, l'agressivité et la défense du territoire. Ça, c'est des travaux de zoologie et je fais confiance. Évidemment, la question se pose pour les primates et puis l'espèce humaine. Eh bien, l'influence photopériodique augmente, c'est ce que nous disent les médecins. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, si ces choses-là vous intéressent, je les décris de façon très détaillée dans mon ouvrage. Je voudrais juste résumer. Depuis 2000 à peu près, les chronobiologistes, c'est le monde des gens qui s'occupent de ces questions-là, depuis 2000, les chronobiologistes admettent une action directe, la longueur des jours, sur notre cerveau. Pourquoi? Parce que nous avons au centre du cerveau une toute petite glande qu'on appelle la pinéale. Elle a porté plusieurs noms, mais enfin je vais l'appeler pinéale. C'est une glande endocrine qui, la nuit, sécrète de la mélatonine. Et ça s'arrête dans la journée. Ça veut dire que le taux de mélatonine dans le sang, c'est une mesure de la durée du jour. Beaucoup de mélatonine, c'est que les jours sont courts. Les nuits sont longues, ça revient au même. Alors, plus ce taux est faible, plus les jours sont longs. Il faut, avant d'aller plus loin, se rendre compte que nous n'avons pas de sens qui nous préviennent de ça. Quand il fait chaud ou quand il fait froid, nous le savons parce que nous sommes équipés sur le plan des organes des sens. Nous n'avons pas de sens qui nous indique la longueur des jours. Nous avons simplement ce taux du sang en mélatonine. Je voudrais rappeler quelques données classiques sur la périodicité des comportements humains, la périodicité annuelle des comportements humains. Ça, c'est des travaux très anciens. Enfin, 1960, 70, 80. Les Allemands, notamment Jürgen Aschoff, qui a travaillé sur les rythmes manuels chez l'être humain. Et il n'avait pas du tout les tropiques dans la tête. Ce qui l'intéressait, c'était pour les populations européennes. En automne, dit-il, les jours diminuent et l'activité intellectuelle augmente. En hiver, les jours sont courts. C'est l'époque des décès. Les gens meurent en hiver. Au printemps, les jours augmentent. Alors, ça entraîne la sexualité, les conceptions. C'est des statistiques. Tout ça, bien sûr, vous pourrez toujours trouver des exemples qui vont aller à contre-courant. Et la statistique nous dit que c'est au printemps que se déclenche la sexualité, les conceptions. Les suicides également. Les déplacements, les gens se déplacent beaucoup plus. Pour une fois, ça a trait à l'Europe, ce que je vous dis là, c'est Jürgen Aschoff, un Allemand. Et curieusement, les déclarations de guerre, c'est très étonnant. Vous savez que chez les Romains, le dieu de la guerre s'appelait Mars. C'est pas une coïncidence. Mars, c'est la période de l'année où les jours augmentent le plus vite. Et c'est là que les Romains déclaraient la guerre. À qui? À nous, les Gaulois. Enfin, on les a eus tous. Quelles pourraient être les conséquences d'une faible variation annuelle de la longueur des jours? D'abord, je voudrais donner la parole aux poètes. Parce que les poètes et les littérateurs, ils ont souvent des intuitions fulgurantes et les scientifiques mettent longtemps à comprendre ça. Stevenson, un Anglais. Bon, vous voyez le climat anglais. Habitant de Londres, lui d'une certaine variété dans les plaisirs, on dit que le marquisant s'achemine vers la tombe à travers une suite de jours d'une implacable monotonie. Il était aux îles Marquises quand il a écrit ça. Ça l'a beaucoup frappé que pendant tout son séjour aux îles Marquises, les jours n'ont pas changé de longueur. Il est un peu fétiste, souvent. Sorte que je donnais la parole à quelqu'un de plus optimiste, un Antillais, Gilbert Gracian,
la Martinique. C'est très beau. C'est dimanche aujourd'hui et c'est demain dimanche, et ce sera l'été quand l'été finira. Il a tout compris, grâce. Je ne reste pas longtemps à la Guadeloupe aussi, mais je vois bien que chaque jour c'est l'été. Et les variations de température que vous avez au cours du cycle annuel ici, c'est rien. Bon, alors je reprends la question. Quelles pourraient être les conséquences d'une faible variation annuelle de la longueur des jours? Et la question du temps. On parle du temps qui s'écoule. Les anthropologues ont compris depuis très longtemps, avec d'innombrables exemples, les gens qui habitent les tropiques n'ont pas la même vision de l'écoulement du temps que les gens qui sont dans les moyennes latitudes. Il y a d'innombrables exemples. J'ai choisi un seul. C'est l'île de Tikopia, aussi le Salomon, dans le Pacifique. L'auteur, qui s'appelle First, c'est un anglais, il écrit ceci. La conception du temps, considérée comme un nombre infini d'unités d'égale longueur, mathématiquement divisible, passant inexorablement, cette conception est totalement étrangère aux gens de l'île de Tikopia. J'ai choisi Tikopia tout simplement parce que c'est à 16 degrés de latitude. C'est-à-dire que c'est à la même latitude que la Guadeloupe. L'autre hémisphère, mais ça ne change rien. L'important, c'est la latitude. La question des innovations technologiques est très importante. Visiblement, c'est une tendance plus développée aux moyennes latitudes, basses latitudes. Il y a un livre que je me permets de vous recommander, d'un Américain, d'un Californien qui s'appelle Jared Diamond, et son livre est tout à fait étonnant. Il nous dit ceci, Diamond: l'être humain est né dans les tropiques. Bon, ça se fait. Et l'être humain, il est resté pendant très longtemps, des centaines de milliers d'années dans les tropiques. Ce qu'il a fait, il vivait de chasse et de cueillette, il faut dire qu'à l'époque, ça montait pas. Et il a construit des outils de pierre très frustes. Ces outils n'avaient pas de manches. On les tenait à la main, c'est-à-dire que ça limite beaucoup l'efficacité. Et puis, l'espèce humaine, elle est sortie des tropiques. Intéressant de savoir pourquoi elle est sortie des tropiques, et là aussi c'est au niveau de l'hypothèse, mais l'hypothèse qui est la plus fréquente aujourd'hui, c'est que les êtres humains, ils ont fui les parasites, les pathogènes. Ils ont compris qu'en s'éloignant de l'équateur, ils allaient trouver des pays qui étaient, sur le plan de la santé, beaucoup plus favorables. Bref, ils sont sortis des tropiques, et ils se sont avancés vers le nord et vers le sud. Bon, à partir de là, les outils ont eu des manches, on a appris à maîtriser le feu, l'agriculture est née, le croissant fertile, la métallurgie, l'écriture, les bateaux, le commerce, etc. Alors il y a d'autres conséquences potentielles de jours toujours égaux, l'absence de colonisation des pays tropicaux vers les régions de moyenne latitude, ça serait là que ça se place. Une tendance à se satisfaire du réel, à pactiser avec les difficultés d'existence. Je mettrais bien là-dedans aussi, mais là les liens sont difficiles à établir, l'absence d'État ou la très grande faiblesse de l'État. Je propose un détour par des pays particulièrement intéressants, parce qu'ils sont coupés en deux par le tropique. Je vais vous demander la suite. l'Australie. Le tropique passe au milieu. C'est le tropique du Capricorne, hein, c'est pas le nôtre. Et ça fait rien. Le nord australien est tropical et le sud australien est tempéré. L'activité économique de l'Australie quasiment entièrement dans la moitié sud. La
La capitale est dans la moitié sud, les usines, les universités, l'administration, enfin bref, qui fait marcher le pays, est dans la moitié sud. Le deuxième, c'est le Mexique. Là, c'est notre Tropiquinus, on sait, qui coupe le Mexique en deux. Et là aussi, la partie tropicale, les Mexicains le savent, hein, les tropicales, elle est pauvre comparée à des régions comme Monterrey. Monterrey est un endroit d'une richesse incroyable. Et les Mexicains le savent tous, et leur explication est assez bizarre. C'est que la partie nord, elle est proche des États-Unis. C'est l'explication qu'ils donnent. Ça me suffit. Le troisième, alors le Brésil, c'est tout à fait étonnant. Le Brésil, c'est tout à fait étonnant du point de vue que je... parce que la partie qui n'est pas tropicale, au sud de Rio de Janeiro, São Paulo, c'est un niveau de vie énorme. Vous avez l'impression d'être à Manhattan ou à Tokyo. Un niveau de vie extraordinairement élevé. Dans le Brésil, par contre, si vous allez en Amazonie, qui est vraiment le tropique profond pour le Brésil, eh bien, vous tombez dans la misère économique profonde. C'est curieux parce que ces trois exemples, Australie, Mexique et Brésil, se manifeste. Ou alors, retournons la question, cette richesse des pays non tropicaux se manifeste. Alors, je ne sais pas si votre hypothèse vous plaît, ce n'est qu'une hypothèse, hein, attention. Je voudrais en faire la critique. D'abord, elle est biologique, n'est-ce pas, puisque c'est une influence directe de la longueur des jours sur notre cerveau. De la biologie humaine. Alors la biologie, ça a beaucoup irrité les marxistes, à l'époque où il y en avait encore beaucoup. Quand j'ai commencé ces travaux, j'étais environné de marxistes. Ils n'étaient pas contents du tout, parce que la biologie, ça ne les intéresse pas. C'était la lutte des classes qu'il leur fallait. Ils auraient préféré expliquer cette pauvreté tropicale par la lutte des classes plutôt que par la longueur des jours. C'est pas très bien entendu. C'est aussi une hypothèse déterministe, qui semble être déterministe. Et ça irrite prodigieusement les collègues des sciences humaines. Qu'est-ce qu'ils disent, les collègues des sciences humaines? Excusez-moi, il faut un peu marrer. Ils me disent, l'être humain, il est porteur d'une dignité telle qu'il ne peut pas être soumis à un facteur aussi trivial que la longueur des jours. Et je leur dis, attention les amis, quand l'être humain se croit supérieur à la nature, là, on va au-devant de très graves dangers. Et les difficultés actuelles de l'écologie, c'est typiquement le résultat d'une position de l'être humain qui se place au-dessus de la nature, chargé de la gérer. Voilà. Et puis pour finir, je voudrais vous dire qu'il y a une erreur de langage. Je vais vous demander la suivante. Ben voilà. J'aime bien Willem, hein, c'est un dessinateur de Libération. Et là, il s'est complètement trompé. Vous voyez qu'il considère que le Nord est riche et que le Sud est pauvre. D'ailleurs, c'est profondément dans la tête de tous nos contemporains. C'est faux, tout simplement. La réalité, c'est que c'est une ceinture de basse latitude, économiquement défavorisée, il va falloir prendre ce qui se passe, et cette ceinture, elle est encadrée au nord et au sud par des pays de moyenne latitude qui sont beaucoup plus riches. Des pays riches dans l'hémisphère sud, ça ne manque pas. L'Argentine, quand j'étais gamin, l'Argentine c'était un des pays les plus riches du monde. Le Chili également. L'Afrique du Sud, un pays très étonnant. Une fois qu'ils ont réussi à se débarrasser de l'apartheid, le développement économique il est spectaculaire en Afrique du Sud. Je ne dis pas que tout est parfait dans ce pays-là, mais c'est un pays qui manifeste un dynamisme économique extraordinaire. Le Sud australien, pas le Nord, mais le Sud, et la Nouvelle-Zélande,
des pays de niveau de vie le plus élevé du monde. Tout ça, c'est des pays riches de l'hémisphère sud, dans les zones de moyenne latitude. Non, il en reste une. C'est très triste, c'est ce qu'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. La liste est donnée par l'ONU. Eh bien, voilà, ils sont tous là. Leur nombre augmente. Ces PMA, ils étaient 25 en 1971, et en 2010, le nombre était monté à 49. Donc la pauvreté, elle ne diminue pas, elle a plutôt tendance à augmenter. Alors il y en a quelques-uns qui ne sont pas tropicales, l'Afghanistan, le Népal, le Bhoutan, et à ces quelques exceptions près, vous remarquez que les PMA, les pays les moins avancés, ils sont situés entre les tropiques. Alors pour revenir sur le dessin de Willem, que je pas du tout avec le nord riche et le sud pauvre, je voudrais rappeler cette phrase de Camus: mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde. Et puis, le bon sens élémentaire nous fait dire que tant qu'un problème est mal posé, il n'a strictement aucune chance d'être résolu. Je vous remercie beaucoup. En 2005, il est rejoint pour ce qui est de l'organisation par la municipalité du Lamentin. En 2008, je suis invitée à devenir la première présidente d'honneur. Donc j'ai inauguré ce statut que nous continuons. Et à la fin de cette édition, nous avons été sollicités par le parc pour créer une association. Donc le débriefing, des gens qui avaient travaillé sur cette édition, qui étaient là, et ont accepté la proposition. Le président d'honneur est devenu présidente de l'association et je suis encore là. En 2009, donc, on a fait notre première organisation. Et puis en 2017, ce sera donc la 14e édition du Terramestre. Alors, les objectifs, ce sont les objectifs qui ont été, disons, décidés par le parc, mais bien sûr, ils nous conviennent. On continue de les poursuivre, c'est-à-dire sensibiliser le plus grand nombre de gens aux risques qui pèsent sur notre environnement, et avec dans l'idée sous-jacente d'amener les gens à s'engager, à devenir acteurs du développement qu'on voudrait durable et puis équitable. Alors les moyens, vous les connaissez, ce sont des projections de documentaires, suivis de débats, et qui sont animés soit par les réalisateurs que nous arrivons à inviter, soit par des intervenants d'ici, et ils peuvent être scientifiques ou ils peuvent être simplement engagés dans des associations sur les thématiques dont on va parler dans les soirées. Il y en a beaucoup qui sont là, ça fait plaisir, donc on a vraiment des passerelles. Alors, l'objectif, le plus grand nombre, je crois qu'on continue de le poursuivre, puisque les premières années, il y avait 3-4 communes, et puis maintenant, l'an dernier, nous avions 17 communes qui ont reçu des projections, des interventions. Alors, comment dire, après, il faut essayer de garder une certaine qualité. Et est-ce qu'il faut aller partout? Moi, je ne crois pas, parce que l'équipe n'est pas assez nombreuse pour être partout. Mais voilà, on a aussi, bien sûr, beaucoup développé le côté scolaire. On fait des projections, de grandes projections au cinéma, parce que le documentaire, enfin le cinéma dans une salle, ça prend une autre dimension, mais en même temps, on va dans les établissements scolaires. On va, par exemple, dans les classes à option cinéma. C'est important déjà de leur faire rencontrer un réalisateur et son film. Et puis, vous le savez peut-être, on va aussi dans les prisons grâce à une association, Cinéma dans les murs, qui nous accompagne. Dans ces prisons, on va discuter de l'extérieur, parce qu'on pense que ces gens vont sortir, bien sûr, et leur donner, ramener des images qui font réfléchir, mais qui font aussi s'évader.
Et on crée en général des ateliers aussi. C'est une journée complète. C'est un festival dans les deux, je dis prison, mais c'est maison d'arrêt, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre. Alors, le bilan, je vais juste dire pour 2016, donc 17 communes, et on fait un compte, c'est pas un prêt, mais on compte le public. Je ne vous cache pas que nous avons beaucoup d'habitués. C'est pas 7500 personnes différentes, c'est qu'au total, entre les 1300 scolaires et le grand public, on a compté 7500 personnes, mais vous pensez bien que c'est pas toutes des personnes différentes. Certains fans, on va dire, du terrain sont là tous les soirs. D'ailleurs, je pense que la variété des thèmes abordés incite à revenir, voilà, et puis la rencontre avec les intervenants est très intéressante aussi. Juste un petit mot pour le financement, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'on ne fait pas ça, et que nous sommes tous bénévoles, on ne fait pas ça sans moyens, ils sont tous institutionnels, je vous explique pourquoi. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on a plus de liberté et on nous fait confiance dans les institutions. Bien sûr, on a un partenariat dans la préparation. Par contre, on fâche beaucoup de privés. Je donne un exemple. Pourtant, on a eu une soirée comme ça, mais je sais qu'on ne pourrait pas demander à Orange de nous soutenir parce que le problème des ondes et de tous les de santé provoqués par les ondes, par la téléphonie et par l'Internet, voilà, Wi-Fi, fait qu'à un moment, je pense qu'on serait fâché avec notre financeur. Là, c'était juste un exemple. Donc le parc national est là, bien sûr, il continue. La région, le département, la DAC, l'ADEAL, vous connaissez tous ces cycles, l'ADEME et la CNVT, parce que nous sommes quand même plus positionnés dans le nord de la Basse-Terre. Alors, je ne vais pas détailler notre programme, mais je vous ai préparé, mais alors malheureusement, c'est pas très contrasté, contrairement à ce qu'on a sur l'ordinateur, mais je vais donner accès à ce PowerPoint. Donc, la thématique santé, elle a commencé en 2011. On dirait, c'est pas qu'on était avant ces années-là, sur des thèmes nature, comme dans beaucoup de festivals, mais comment dire, il y a eu des thèmes à l'époque sur Arte, peut-être vous vous souvenez, où on s'était abordé par des problèmes, comment on va dire, par des choses qui touchent tout le monde. L'emballage qui tue, c'est-à-dire ce qu'il y a dans la paroi de certains emballages qui diffusent dans les aliments, ça nous a choqués, on s'est dit il faut qu'on parle de ça. Et puis par exemple, le poison dans nos vêtements, je prends juste ces deux exemples. De quelle manière, là, on est rentré par ces films-là qui touchent le quotidien et qui sont des choses cachées. C'est-à-dire qu'on n'en a pas conscience tant qu'on ne nous a pas fait remarquer ça. Et donc, en 2011, on a commencé à parler de ces problèmes de santé liés à l'environnement, mais très proche, le vêtement, par exemple, la canette, vous imaginez. Alors, en 2011, on a aussi parlé, et c'est là que je rejoins M. Allais, parce que finalement, tout ce qu'il disait, je me disais, ah, on en a parlé, on avait tel film. En fait, je me reliais toujours à notre programmation. Le problème des médicaments, les maladies inventées par les labos, voilà, c'est des problèmes qu'on a abordés et qui ont des résonances par rapport aux scandales, les derniers scandales. Par rapport aux médicaments, vous avez suivi tout ça. Et en 2013, c'est là qu'on a commencé à parler des ondes, donc on peut passer à la suivante. Et cette année-là, on est arrivé sur les problèmes de santé liés donc aux médicaments, les ondes. Et puis, vous voyez que... Alors, je me demande si j'ai pas... Ah oui, reviens en arrière, excuse-moi. Quand même, en 2012, c'est le premier film Bananas qui a ouvert toute une série et qui se continuera encore cette année. Toute une série par rapport au chlordécone,
l'imprégnation des corps humains par les pesticides, chaque année, vous verrez, il y a eu un film, il y a eu un débat. Et donc, Philippe Verdon la première année, mais avec d'autres intervenants, puisqu'il y a eu une enquête, vous le savez, une enquête de santé publique. Donc, on a pu recevoir des intervenants qui ont travaillé sur cette enquête. Donc, en 2013, je disais, on continue aussi ce thème. On est aussi sur ce thème de, vous voyez, le premier film, La mort est dans le pré, un film qui a vraiment, comment dire, qui a touché vraiment, on en parlait encore cette semaine, il y a encore eu un suicide d'agriculteur. Il y a un film que je me suis aperçue, nous n'avons pas, je ne crois pas que je l'ai cité, parce que le sujet est plus vaste que la mort par les pesticides, mais le réalisateur a fait son film qui s'appelait Les Fils de la Terre, et nous l'avons primé parce que son père, qui était agriculteur, s'est suicidé quand il avait 14 ans. Je ne l'ai pas mis parce que le thème est plus vaste, mais vous voyez que chaque année, on trouve des films, parce qu'on les cherche, pour continuer de parler, d'informer sur ce qui, sur la réalité, par exemple du Sud-Bastère, je dirais, ou comment on appelle ça, le croissant. Alors, la santé, par rapport à l'alimentation, tout est lié. Quand on parle des problèmes des sols, on parle donc de l'alimentation, des légumes et tout ça. Donc cette année-là, en 2014, on s'est beaucoup intéressé à la santé dans l'alimentation, je cherche l'obésité, les problèmes d'obésité, bien sûr, mais aussi les problèmes, des choix alimentaires de la population. Alors, vous avez peut-être remarqué que la plupart des films viennent d'ailleurs, et donc à travers ces films, on prouve que les problèmes de la Guadeloupe sont les problèmes du monde entier, sont des problèmes planétaires. Quand on parle de la mort et dans le pré, on sait que des gens malades qui ont travaillé sur les bananeraies, on a plus tard, vous allez voir, des réalisations locales en Guadeloupe et en Martinique. Alors, il y a cette année-là, on a abordé, c'est les deux derniers films, là, d'une jungle à l'autre, La tête dans l'étoile, on a commencé à aborder la santé mentale. Je ne vous cacherai pas que le premier, d'une jungle à l'autre, c'est une expérience thérapeutique, c'est une immersion d'un groupe de patients et leurs soignants en forêt amazonienne, enfin guyanaise. Celui-ci paraissait tout à fait bien dans les thèmes, parce qu'il y a l'effet qui n'est pas toujours, pour certains, bénéfique, l'effet d'être dans une grande forêt, les animaux qu'on ne voit pas mais qu'on imagine, le stress créé par la grande forêt. Et donc le film, là, n'a pas éveillé de réaction. Et vous voyez le dernier film, La tête dans l'étoile, là qu'on a parlé d'art-thérapie pour arriver à soigner la santé mentale. Alors c'est parce qu'on a depuis des années une expo artistique où on demande aux gens, aux artistes, soit de nous montrer ce qu'ils font avec les matières récupérées, ou comment ils représentent la nature, ou comment comment ils photographient la nature, quel thème. On leur demande à chaque fois d'imaginer un thème qui serait Terra Festival. Mais vous l'avez vu, depuis plusieurs années, on met l'homme au milieu, on va dire au centre de nos préoccupations. Donc, certains peuvent penser qu'on s'éloigne du cœur du festival, mais moi je ne crois pas. Je crois qu'il faut qu'au contraire, on n'oublie pas l'homme et son environnement, il est multiple, il est immense. On n'a pas fini de le chercher. Donc en 2015, regardez les thèmes. Ils sont dans votre vie quotidienne. Bon, non, sur ordonnance, c'est le problème des mauvaises médications. Le sucre,
comment l'industrie nous rend accro, l'obésité, comment dire, quelque part le travail qui est fait pour les addictions, enfin qui est fait pour rendre les gens addicts, comme ça a été fait pour la cigarette par l'État, à travers l'armée, si vous vous souvenez bien. Ensuite, on a encore l'huile de palme, c'est des problèmes qui se croisent, c'est-à-dire l'alimentation, tous ces gâteaux, tous ces produits qu'on reçoit, qui sont faits à base d'huile de palme, qui sont responsables de la déforestation, des pans de forêt qui sont mis à nu pour faire pousser des palmiers à l'huile. Enfin, et cette année-là, en 2015, on a eu un film, Chlordécone, poison durable, qui était vraiment le problème du chlordécone, Guadeloupe et Martinique, avec une réalisation locale et des intervenants d'ici. Dans le film, et bien sûr, c'est ça que vous voyez, c'était l'année où on avait Denis Chessou comme invité. Depuis, ne nous lâche pas, se renseigne sur ce qu'on va proposer cette année. Et on avait Béatrice Ibéné, on avait les médecins qui ont participé à l'enquête. Alors, comment dire, vous voyez que finalement, les thèmes, ce sont les mêmes, avec des axes différents. Et ce que je n'ai pas dit, mais c'est clair que ces soirées santé sont très fréquentées. On va regarder en 2017. Donc, produits chimiques dangereux pour nos enfants. Je ne sais pas si vous avez vu ce cache d'investigation. C'est le même problème que chez nous, mais c'est le vignoble bordelais, avec toutes les maladies qui ont été amenées par les traitements. Donc, on est en France et on voit que là-bas aussi, il y a eu grosse imprudence, c'est pas dit, on pourrait même dire des choses assassines. Et l'autre thème, alors on arrive par rapport à la médecine à se dire que ce que j'appelle les médecines alternatives, non traditionnelles, intéresse de plus en plus le public et nous intéresse. C'est pour ça que déjà il y avait eu un film dans ce sens en 2016. Cette année, on va revoir Monsieur Henri Joseph, j'espère bien, va s'intéresser sous forme d'enquête à, comment on va dire, la phytothérapie, un grand engouement, mais peut-être n'est peut-être pas si clair dans ce commerce. Là, il peut y avoir des choses cachées. Et puis les fines herbes, eh ben, on cuisine avec des herbes qui sont dans des pots, mais quelquefois là aussi, c'est peut-être pas ce qu'on croit qui est dans le pot. Vous voyez, c'est des enquêtes sur des choses qui pourraient être scandaleuses. Et alors, le dernier film que j'ai noté, c'est pour vous montrer que on a beaucoup parlé d'éducation et je n'ai pas relevé ces films, ça faisait beaucoup trop de choses. Et pour vous montrer que, en fait, la violence éducative, c'est aussi un problème de santé mentale, ou même de santé plus large. Et donc, ce film, je reconnais qu'il peut vous questionner. Même à l'intérieur du collectif, il y a eu des discussions. Et on a bien envie d'apporter notre pierre à l'édifice de que faire contre la violence, et la violence éducative déjà. Voilà. En fait, je voulais préciser, parce que je pense que vous ne le savez peut-être pas, mais finalement, avec toutes ces années, nous avons beaucoup de films. Nous sommes devenus un peu un centre ressources, mais qui n'a pas pignon sur rue, mais on nous appelle, et donc nous proposons, avec l'accord des réalisateurs, nous proposons des films pour des soirées organisées par des associations, par des organismes, et il suffit d'écrire au Terra Festival, et puis on s'arrange. J'ai la voix qui casse. Alors, j'ai voulu faire court, parce que Laurie doit parler. Ben, voilà. Alors,
Peut-être vous avez comment dire, des questions directement sur ce que je viens de dire, ou bien on a, enfin, voilà. Juste pour vous montrer qu'on a proposé ce dossier dans le cadre de la COP 21 pour faire connaître ce qu'on fait. Et ça me permet aussi, merci Grégory, de me permettre de rappeler, parce que ça vient d'arriver, hein, ça fait 2 ans, on parraine un festival qui ressemble au nôtre, qui est à sa 2e édition, en Haïti. Et alors c'est une belle histoire, j'ai rencontré ce jeune qui a créé le festival sur un tournage dans lequel je suis coach de jeunes Guadeloupéens. Et donc je lui ai donné mon programme, et puis ça a déclenché chez lui l'idée de faire quelque chose sur l'île. Alors ça m'a paru tellement visionnaire, surtout après avoir vu Haïti pendant le tournage, donc c'était bien sûr après le tremblement de terre, que moi aussi ça m'a redonné de l'enthousiasme et de l'énergie, parce que notre festival on le fait aussi pour eux. On l'a invité l'an dernier, et on l'invitera encore cette année, et il m'invite, donc dans 15 jours je serai là-bas, et comme quoi les pays pauvres, puisqu'Haïti est cité dans les premières places, comment dire, il y a une richesse humaine incroyable que vous connaissez peut-être comment dire, vous connaissez des noms d'artistes, des noms d'écrivains, vous savez tous potentiel humain. Et puis, mais j'ai trouvé que ce militantisme écolo en Haïti, c'est extraordinaire. Et alors, je vais juste citer un film qu'on a récompensé il y a 4 ans, Haïti, la valeur de l'exemple. Donc, on a récompensé un film qui parle de reforestation, et on a invité le personnage principal qui a créé une fondation, la Fondation Seguin. Et ce jour-là, quand il est arrivé, il était tellement ému qu'il n'arrivait pas à partager ses sentiments. Et quand il a eu le prix, enfin le film a eu le prix, il n'a pas réussi à parler, à communiquer, parce que il a vu l'écart écologique déjà. Il est allé faire du masque du bas. Et donc, là, je me suis dit, il faut qu'on continue avec Haïti. Et donc, toutes ces années, on a cherché des films. Et voilà, et maintenant, on les reçoit, on les reçus. Et à notre manière, on les aide à se développer, ou moi, à développer et à répandre des idées qui vont les faire avancer le pays. Voilà. J'écoute vos questions, à moins qu'on les fasse après. Non, j'écoute vos questions. Je suis très timide. Enfin, je suis une ancienne timide qui a fait des efforts. Donc, vous étonnez pas si je ne vous regarde pas dans les yeux, mais voilà, les questions après. Donc, on va prendre les questions. Oui. Donc, merci. Bonjour. Voilà, donc merci d'être parmi nous ce matin. Donc, je suis Grégory Potiron, directeur d'Archipel des Sciences, le centre de culture scientifique, technique, industrielle de la Guadeloupe, qui a pour but d'être à l'interface entre donc, la société et les sciences. Donc je dis bien pas la science, les sciences, parce que c'est vraiment, on croit vraiment toutes les disciplines. Nous avons plusieurs pôles thématiques. Et donc ce matin, je vais intervenir dans le cadre du pôle santé. Une question de parler effectivement d'environnement, tradition et surtout la santé. Et particulièrement la santé environnementale. Donc je précise parce que je sais que par rapport aux normes françaises, nous avons le plan santé-environnement et aussi le plan santé publique. Et moi je vais parler de santé environnementale par rapport à la définition donnée par OMS qui englobe justement les 2 composantes. Donc, avant de lancer le diaporama, donc c'est vraiment un débat, donc je compte vraiment après sur vos questions pour éventuellement échanger. Donc, je vais juste dresser le cadre de la discussion. Au niveau d'Archipel des Sciences, sur le pôle santé, nous avons des actions de sensibilisation autour de tout ce qui est alicaments, donc vraiment au niveau donc, des aliments locaux, la promotion
et de la ressource locale. Après, effectivement, on aura peut-être l'occasion d'en discuter, de la résilience sur les produits locaux au niveau de certaines personnes, notamment liées à la problématique donc, de pollution des sols, donc la chlordécone. Donc il y a aussi voilà, un travail à faire pour pouvoir se réapproprier voilà, ce patrimoine. Et donc là, je fais référence justement au changement de comportement alimentaire. Il y a un véritable travail à faire puisque là, ça entraîne, ça amène malheureusement sur les maladies, voilà, tout ce qui est obésité, accidents vasculaires cérébraux, diabète, hypertension, ce genre de choses, en sachant que contrairement à la donnée que nous avons dans l'Hexagone, au niveau de l'outre-mer, nous avons des populations qui sont soumises beaucoup plus tôt à ce type de risque. Je fais référence au risque d'AVC. On se trouve avec des populations de quadragénaires, quinquagénaires qui sont déjà directement dans le cœur de cible de ces maladies. Contrairement à l'Hexagone, ce sont des populations plus âgées, à partir de 60, 70 ans, où on trouve vraiment un pic au niveau de ce type de risque. Donc typiquement de nos actions, mais ça va être le cœur de cible, bon, la jeunesse, parce que les jeunes scolarisés, voilà, collège, voire lycée, ben, ce sont leurs parents qui sont directement impactés, la population à risque à ce niveau-là. Et donc du coup, ça nous permet, par l'intermédiaire des jeunes, de toucher les parents, et puis aussi au niveau des jeunes, leur permettre déjà de revoir leur comportement alimentaire. Là, nous sommes dans une société où c'est l'information est instantanée, on va aller de plus en plus vite, y compris au niveau de l'alimentation. On va rapidement, voilà, le fast-food. On n'a qu'à regarder tous les fast-foods qui ont ouvert sur le territoire ces 5 dernières années, et ça continue. Donc il est important quand même de partir de ces repères et de toujours accompagner les jeunes, et surtout de ne pas dévaloriser la production locale. Donc voilà, rapidement. Donc au niveau de la définition, donc comme je le disais, moi je me base sur la définition là donnée par l'OMS. Nous avons donc la santé environnementale qui comprend les aspects de la santé humaine, donc y compris la qualité de vie. Donc au niveau la santé humaine, nous avons bien entendu les déterminants, donc le sexe, l'âge de l'individu, son patrimoine génétique. Donc bien entendu, nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau-là, déjà. Après, si nous sommes actifs, etc. Et après, donc les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, très importants, esthétiques, après en termes d'hygiène aussi. Et tout ce qui touche notre environnement direct. Donc là, je fais référence au bâti, le site dans lequel nous vivons, qui a un impact aussi. Là, je fais référence à la stratégie du confort. Nous répétons la stratégie du confort issue de l'Hexagone, alors que nous sommes dans un milieu tropical. Donc c'est un impact direct voilà, sur les matériaux choisis, sur le bâti. Typiquement, nous avons, par rapport donc, à la culture hexagonale, opté pour tout ce qui est inertie lourde. Donc je parle donc de construction en béton, ce genre de choses, alors que ce n'est pas forcément adapté à nos spécificités locales. Le disait M. Allais, sur la journée, nous n'avons pas un delta de température important, mis à part peut-être en début d'année, bizarrement, où il y a eu ce front d'air froid et avec des températures assez basses, notamment le 22 janvier, où au niveau d'Anse-Bertrand, il a fait 14 degrés, hein, donc quand même, il faut quand même le signaler, c'est pas commun. C'est pas des températures records, mais c'est quand même relativement bas. Faut savoir que sur une journée, le delta de température, il varie très peu. Alors, voilà, 1-2 degrés à peu près, voilà, c'est pas énorme. Et, ce qui fait qu'au niveau de l'inertie des constructions, des bâtiments, qui est lourd, nous allons emmagasiner beaucoup d'énergie la journée, puis cette énergie va être restituée la nuit. Donc du coup, quand vous rentrez au travail, la journée, les murs, ils ont magasiné de la chaleur. Quand vous rentrez à la maison, ben c'est là effectivement il fait encore plus chaud que pendant la journée. Vous dites, il y a un problème. Et donc là, forcément, on part sur d'autres problématiques en termes de surconsommation, en termes d'énergie, alors nous avons des problématiques liées à l'insularité, parce que nous sommes sur une île. Et donc, on boucle un peu la boucle, nous avons justement cette importation d'énergie fossile, etc., etc. Et là, on part sur d'autres problématiques. Mais en tout cas, on constate quand même que le fait d'être aussi sur une île, il a tout le système, soit l'écosystème qui en pâtit par rapport à tout ce qui impacte sur l'environnement, et donc forcément notre santé aussi est directement lié à tout ça.
Après, s'il y a des questions, on verra si nous avons le temps de réagir à tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, la définition donc, de la santé environnementale comprend aussi tout ce qui est politique et pratique de gestion, donc absorption, contrôle et prévention des facteurs environnementaux, donc, qui sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles, mais aussi à venir. Donc plus tard, nous verrons au niveau des enjeux qu'effectivement, au niveau des risques, il y a des milieux qui ont un impact sur la santé et par rapport donc, à dégradation de la santé, là on parle sur du long terme, qui peuvent directement toucher voilà, des générations futures et pas directement l'individu en lui-même. Donc il faut prendre aussi cette dimension. Après au niveau des études, voilà, les choses prennent du temps, il faut mettre en place voilà, des protocoles, des procédures. Donc là c'est le travail voilà, des différentes équipes de recherche. En tout cas c'est des choses qu'il faut prendre en compte pour pouvoir vraiment appréhender au mieux là, le problème lié à la santé et à l'environnement dans lequel nous vivons. Au niveau donc, des enjeux, déjà, quand on parle de santé environnementale, nous sommes confrontés sur le terrain, et là je fais référence aussi dans le cadre du groupe de travail qui pilotait avec les REP sur ces questions, justement, il y a déjà le contact avec l'humain. Donc c'est important, on ne peut pas arriver comme ça avec un bagage, avec des outils, parce que forcément c'est l'utilisateur voilà, qui après, dans son mode de vie, dans sa gestion, dans sa façon de faire, qui pourra mettre en pratique, qui pourra effectivement améliorer, ou en tout cas réduire la dégradation de sa santé par rapport au milieu dans lequel il vit. Typiquement, là je change un peu de registre, mais l'idée elle est similaire. Si vous construisez deux maisons, vous avez une maison classe A, deux maisons classe A. Mettez dans les deux maisons classe A deux individus, un qui a vraiment un comportement éco-citoyen, qui ferme ses portes quand il climatise, qui fait beaucoup de ventilation naturelle quand il le peut, etc. Un autre qui a justement le comportement opposé, énergivore, etc. Ou si vous avez une maison qui respecte toutes les conditions, le bilan énergétique, etc., mais quand vous faites le bilan à la fin de l'année, vous verrez effectivement que là, le premier occupant qui se comporte bien, qui a un bilan qui correspond au diagnostic fait dans le bâti, et puis l'autre qui est peut-être descendu classe B, voire classe C. Donc il a aussi un réel travail à faire au niveau des populations sur toutes ces questions de santé. Et donc, la perception individuelle du risque est très importante. Je faisais référence tout à l'heure à la résilience que nous avons au niveau de certaines personnes sur la consommation de produits locaux. Tout ils vont jeter d'emblée par rapport aux problématiques de pollution de sol, etc. Donc c'est très important, et je pense que cet après-midi, quand Guillaume tu vas intervenir peut-être là-dessus, on va bien en parler dans le cadre du travail avec le réseau JAFA. Au niveau des inégalités environnementales et sociales. Donc effectivement, là encore déjà au niveau donc, du physique, de la naissance, nous ne sommes pas tous au même niveau, y compris au sein d'une même famille. Déjà, un frère ou une sœur n'aura pas, même si nous sommes dans le même environnement, nous n'allons pas réagir de la même façon. Il y a peut-être un qui va être, un peu plus sensible à l'environnement, et donc ça va directement impacter sa santé, l'autre un peu moins vite, etc. Après, il y a effectivement les égalités environnementales. J'entends par là, si on vit en milieu urbain, en milieu rural, on va parler de stress urbain, de ce genre de choses. Ce qui va avoir aussi un impact sur la santé. Et puis en fait, le fait que la corrélation entre l'état de santé détérioré et l'exposition à un environnement dégradé est difficile à établir. Et ça, voilà tout le problème aussi au niveau des études. Nous avons de réelles différences de sensibilité individuelle. Donc, je le disais effectivement, on peut avoir deux sujets. Nous avons un soumis au même stress ou aux mêmes contraintes environnementales, et les deux métabolismes vont réagir vraiment d'une façon différente. Après, pour pouvoir sortir un calage, une grille de référencement, pouvoir classer après par rapport à la maladie avérée et l'environnement, un calage précis, ça va être difficile parce que nous ne sommes pas tous égaux justement face aux aléas et à l'environnement dans lequel nous évoluons. Après, nous avons donc les effets sur la santé qui surviennent souvent sur un long terme. Pour pouvoir après, justement, dans le cadre d'une démarche scientifique, de mettre en place un protocole, alors c'est le même souci. Puis enfin, les effets combinés de polluants. Dans le cadre des effets combinés de polluants, tout à l'heure on parlait du Sahara, du Sahara des poussières.
voilà, qui arrivent et qui vont mieux fertiliser, participer à la fertilité des sols. De l'autre côté, c'est aussi un risque pour la santé au niveau respiratoire avec la pollution de l'air. Et monsieur allait parler de cyclones, donc je vais un peu aussi récupérer des cyclones en disant que ces masses de poussière et de sable contribuent aussi à la création des cyclones puisque ça assèche l'air donc au niveau du Cap Vert et ça facilite la création de masses de phénomènes météorologiques qui sont susceptibles plus tard d'évoluer vers des dépressions tropicales, etc. Donc voilà, le bon côté de la chose et puis bon, le mauvais côté. Et au niveau de la santé, en tout cas, ça avait qu'il y a un impact direct, notamment sur les publics sensibles. Je pense aux asthmatiques, voilà, tous ceux qui ont des difficultés respiratoires, ce genre de problème. Et puis on termine sur ce slide avec donc, la typologie des risques, donc les risques qui sont identifiés. Donc, effectivement, il y a déjà une démarche voilà, scientifique avec un référencement. On va parler par exemple par rapport à tout ce qui est cancérologie, où l'on va dire tel type de produit classifié dans le type 1, dans le type 2, dans le type 3, par rapport à l'exposition, type 4, ça va. Donc, c'est certain qu'il y a une démarche déjà, une démarche scientifique qui est déjà bien rodée, qui est déjà en place, avec des instructions claires et précises. Après, nous avons les risques controversés, où là, il n'y a pas encore de consensus voilà, scientifique. Il y a encore des échanges, des débats. On peut parler justement des travaux qui sont faits autour du stress urbain, donc concrètement comment le définir, voilà, est-ce qu'on peut rentrer vraiment voilà, au moteur de calcul dessus pour pouvoir après sortir des éléments précis, ce genre de choses. Puis après les risques émergents, donc ceux qui sont en train d'apparaître, dont nous n'avons pas suffisamment de recul pour déterminer directement l'impact sur la santé, et puis surtout s'ils sont combinés ou pas. Donc après il faut isoler, donc ça nécessite des études, des regroupements, ce genre de choses. Voilà. Concernant les inégalités environnementales, juste un petit arrêt sur l'impact du bâti. Donc ici, c'est la stratégie de confort au milieu tropical. C'est très important parce que bon, si vous vivez dans un milieu inconfortable, ça va avoir un impact à la fois sur votre santé, et au physique, mais aussi voilà, mental, parce qu'on va basculer rapidement voilà, dans la déprime, voire la dépression, et on sait maintenant que c'est directement lié aussi à l'évolution de l'apparition de maladies au niveau du corps, ou en tout cas la catalysation, donc l'accélération malheureusement de détérioration de la santé déjà existante au niveau. Donc, au niveau de la stratégie, donc, pour certains cas, nous avons ce travail qui est fait, puis dans d'autres cas, malheureusement, c'est pas fait. Donc on constate que même au niveau voilà, de l'environnement du bâti, dans le milieu même dans lequel nous vivons, ça a un impact direct sur notre santé. Alors après, ce sera en fonction voilà, des individus, parce que nous avons parlé d'inégalités, où certains vont avoir, au bout d'une dizaine d'années, vont pas se rendre compte réellement, éventuellement que ça vient par rapport à ça, puis par rapport au stress du travail, aux conditions de vie, ce genre de choses, mais qui vont commencer à avoir une santé voilà, qui décline. Puis d'autres, ça prend un peu plus de temps. Voire même, ils vont déménager, puis c'est après quand même que ça va se réveiller, qu'ils vont commencer à vieillir, à prendre de l'âge, parce que forcément, ça c'est indéniable, hein, voilà, plus on prend de l'âge, effectivement, plus nous sommes sensibles voilà, aux phénomènes de santé, etc. Donc, il y a parfois des choses que nous avons vécues ou avec lesquelles nous avons été en contact, qui n'ont pas eu d'impact à ce moment-là, et puis plus tard, qui prennent leur importance, même si nous ne sommes plus directement voilà, soumis au stress que ça génère, que ce soit sur le point de vue psychologique ou physique. Donc voilà, donc je termine avec donc, ce slide, bon, il est un peu sale, vous m'excusez. C'est de décrire vite fait, donc ça concerne les contours de la santé environnementale, avec un axe temporel qui prend en considération justement la partie croyance, comportement, donc tout l'aspect au niveau de la tradition, de la culture. Donc il est très important de constater que là nous commençons à avoir un retour vers des valeurs fondamentales, je pense voilà, aux remèdes rasés qui sont en train de revenir petit à petit. Il y a un peu, on va dire, de cela par rapport aux phénomènes sociaux voilà, que nous avons connus récemment. Récemment en 2009, c'est pas encore très loin, mais effectivement il y a eu ce retour traditionnel par rapport au mois de mai que nous avons connu, que ce soit en termes d'alimentation, donc le retour vers la production locale,
faire leur jardin créole, faire ce genre de choses, en sachant qu'effectivement, il est possible de développer un jardin créole si on a du foncier, donc de la terre, un jardin de disponible, aussi si on est en terrasse, en faisant du hors-sol, ce genre de choses. Donc il a des possibilités. Il y a des formations, là, de l'accompagnement qui est fait à part des associations pour pouvoir accompagner les particuliers, mais aussi les porteurs de projets sur ce genre de choses. Donc voilà, donc là j'ai été assez rapide pour essayer de couvrir de façon large toutes vos questions. Donc je donne la parole et je vous remercie de votre attention.